On parle des clones IA maintenant. Ouais. Alors, il y a une phrase que vous dites sur Argile, c'est que le contenu des réseaux sociaux, d'ici 3 à 5 ans, il sera à 80% généré par l'IA. Ouais. Alors, en gros, aujourd'hui, le state de l'AI, surtout sur la vidéo, on est encore dans la Uncanny Valley. À la fois sur la voix, à la fois sur la vidéo. Ça commence à être, notamment avec notre tech, là, on commence à... Sur des vidéos où le dataset est bien fait, on commence à atteindre un spot où, si tu montes la vidéo à quelqu'un qui n'a pas le contexte, il ne va pas savoir que c'est un deepfake. Donc ça, c'est plus ou moins craqué. Bonjour à tous, bonjour à toutes, je m'appelle Brivel Lepogam et aujourd'hui, je vais vous présenter en quelques mots Argile AI. Par contre, sur les modèles type Sora, etc., il y a encore du travail parce que tu as une question de contrôle. Donc... mais en cherry-piquant, etc., tu peux le faire. Nous, notre assumption, c'est si dans le futur, tu n'as aucune différence en termes de résultats, de produire une vidéo avec ou sans l'AI, si produire une vidéo sans AI, ça implique d'avoir une équipe de 10 personnes, d'avoir une équipe de make-up, des caméras qui coûtent 10K, etc., et avec une AI, tu peux faire ça pour $10, et que le résultat est identique, je vois pas dans quel monde on continue à utiliser des caméras. Parce que, in fine, même si tu fais l'interview avec un micro, etc., si du coup tu peux réavoir exactement le résultat sans passer par la case studio, tu passeras par une AI et voilà. Donc nous, notre assumption, c'est ça, c'est que ça va pas tuer le personal branding, ça va pas tuer le storytelling, etc. Par contre, tu as des gens qui vont créer des audiences avec leur vraie tête, mais tout sera AI generated. Il y a un débat sur oui, mais la trust. Je pense que c'est un faux débat dans le sens où à partir du moment où c'est ton message, ta tête, ta voix, tes intentions, que tu passes derrière une caméra ou que tu génères avec de l'AI et que l'output est identique, il n'y a pas... et que la vidéo est engageante et que tu racontes quelque chose d'intéressant, je pense que l'audience max... Enfin, l'audience, 99% de l'audience sur YouTube, TikTok ou Instagram, ils vont consommer le contenu et ils sont très contents. Le problème, tu vois, à ce niveau-là, c'est que sur X, par exemple, tu vois des vidéos, je sais pas, de Trump, par exemple, qui sont publiées par d'autres personnes que Trump et qui sont partagées et repartagées et repartagées. Donc ça, tu vois, c'est un peu la problématique que moi, je vois là, chaud, quand tu me dis ça. Là-dessus... Qu'est-ce que tu en penses, toi ? Comment est-ce que... Enfin, vers quoi on va, en fait, avec les clones IA ? Est-ce qu'il n'y a pas une crainte que tout le monde puisse se faire passer pour tout le monde, au final ? Il y a une vraie question de comment tu approuves l'authenticité d'un contenu. Moi, je pense que la majorité des modèles vont finir, enfin, même les nôtres, ça va finir par être open source et ça va finir par être accessible. Et je vais reprendre une phrase de Geoffrey Hinton, qui est un des pères du deep learning, qui souvent disait, pour sensibiliser les gens au deepfake, il faut faire énormément de deepfake. Dans le sens, tu vois, aujourd'hui, si tu vois une photo de Macron nu sur Internet, tu vas dire c'est photoshopé. Les gens ont ce réflexe-là. Sur l'image, personne ne se dit « Oh, il y a une photo qui a leaké. Ouais, moi, que ce soit bien fait, etc. » Sur la vidéo, aujourd'hui, on est encore au stade où, en fait, le public moyen n'est pas éduqué sur ces sujets-là. Et du coup, quand tu vois une vidéo de Trump ou n'importe quelle personnalité et que c'est AI generated, tu la prends comme argent comptant parce que tu te dis ça peut que être vrai parce que la technologie peut pas générer là-dessus. Enfin, peut générer un truc aussi qualitatif. Je pense qu'on est encore dans la phase où, un peu comme un vaccin où tu chopes une maladie, tu vas développer des anticorps. Il faut que l'humanité passe par cette phase de OK, on peut pas truster. Enfin, en tout cas, il faut cross-check l'information. Il faut peut-être que les réseaux sociaux trouvent des moyens de donner aux gens le moyen d'approuver que ce content-là, c'est bien moi qui l'a fait. Et Sam Altman essaye de faire ça avec WorldCoin. Je sais pas si c'est la bonne manière. Moi, ça me fait plutôt... je trouve que c'est assez dystopique. Ce qu'il veut faire avec WorldCoin, c'est un scan de l'iris pour pouvoir approuver des transactions, du contenu sur la blockchain. Je pense que à la fin de la journée, on sera obligé de trouver un moyen comme ça. Par contre, se dire on va rendre ces AI pas accessibles, contrôlés, etc. Je pense que c'est un jeu de chat et de la souris et on finira par avoir des modèles open source qui seront state of the art, qui permettront de faire de la voix, de l'image, de la vidéo, etc. Donc la question, c'est comment on crée des écosystèmes
où les gens sont suffisamment éduqués pour pas se laisser berner. Donc, en fait, pour moi, c'est plutôt un sujet d'éducation, plutôt qu'un sujet... il y a ce sujet-là, mais il est plutôt temporaire. Et je pense qu'une fois que tout le monde aura compris les possibilités, enfin, ce qu'on peut faire avec les AI, ce sera finalement plus un problème parce que les gens ne se laisseront pas manipuler. Et du coup, il faut mieux investir sur l'éducation et développer l'esprit critique des gens que de se dire on va les protéger d'eux-mêmes. Et pour ça, je pense que c'est une approche en tout cas qui me paraît beaucoup plus sustainable que de se dire c'est aux régulateurs, aux réseaux sociaux de censurer des contenus, etc. Après, évidemment, il y a des contenus qui doivent être censurés, qui sont sur le sujet plutôt pénal. Faire une vidéo sarcastique d'une personnalité, si c'est une personnalité publique, ça reste une satire. Et aujourd'hui, si on prend Nicolas Canteloup qui fait une satire de François Hollande sur TF1, tout le monde sait que c'est une satire, et ça, je vois pas pourquoi ce serait interdit. Okay. Donc, c'est un sujet qui est très sensible, mais je pense que c'est plutôt il y a un contexte temporel, et une fois que les gens auront une vraie prise de conscience là-dessus et que toutes les masses seront éduquées, il y aura plus de problème, entre guillemets, quoi. Je vais partir loin là dans mon idée, mais est-ce que pour toi, tout le monde demain aura un clone IA? Est-ce qu'il y aura encore un intérêt d'utiliser de la vidéo et de se filmer si on peut avoir un clone IA? Ça dépend. Il y a du contenu. Tu vois, le contenu conversationnel comme ça, je sais pas si ce sera complètement craqué par l'IA. Parce que tu vois, tu as le sujet conversationnel. Par contre, on pourrait imaginer, là, tu vois, je suis venu en studio, on pourrait imaginer au final avoir la même conversation sur Zoom. Et après, derrière, en fait, moi, je te partage mon clone. Sur Argile, tu as ta version de ton clone, tu crées ton setup, tu peux même choisir le studio que tu vas faire, et ça recrée entièrement la conversation qu'on a eue sur Zoom avec une qualité dégueulasse. Et là, tu as une voix parfaite, tu as un setup parfait, voire même tu as vraiment une qualité studio qui est au poil. Donc ça impliquerait une version Argile V20 où il y a deux personnes qui communiquent ensemble. Ouais, bien sûr, mais ça va être possible de faire ça dans le futur, et c'est juste une question de temps. Ok. Je pense que vraiment, on va pouvoir... Pour reprendre une phrase de Andrej Karpathy, qui est l'ex-lead AI chez Tesla, qui est une des personnalités les plus respectées dans la Silicon Valley sur l'AI, qui est passé par OpenAI. Il est passé par Lex Fridman, il s'était fait interviewer par Lex Fridman, et Lex Fridman lui posait une question justement sur la vidéo. Il lui disait, mais donc ça veut dire que d'ici 2030, on pourra faire Avatar avec un budget d'1 million $. Et tu vas faire Avatar, c'est $1 milliard. Et Karpathy lui répond, non, tu vas pouvoir faire ça sur ton téléphone. Et vraiment, on rentre dans un monde où la technique et l'intelligence, c'est en train de descendre vers le coût de l'énergie. Et produire de la vidéo, produire des textes absolument magnifiques, ça va devenir une commodité. Donc la question, c'est comment... est-ce que ça va pas débloquer énormément de use cases, où par exemple des gens qui avaient des choses à dire pourront le dire parce que ce sera beaucoup plus accessible. Des gens pourront produire des chefs-d'œuvre cinématographiques dans leur chambre, comme c'est le cas aujourd'hui avec la musique. Donc en fait, ça va créer plein d'autres marchés. Donc du coup, que tout le monde ait son clone, je pense que le splitting créateur vs consommateur restera identique. Là, la réalité, c'est que tu as toujours 90%... Je crois que les stats sur les réseaux sociaux, c'est 90% des gens qui consomment, qui ne likent pas, qui commandent pas, etc., qui sont juste consommateurs. T'as 5% de gens qui commentent et qui like, et t'as 5% de créateurs de contenu. À peu près ça, c'est peut-être un 80-20, mais c'est à peu près ça les stats. Ouais. Ça, je pense que ça va pas changer. Tu penses que ça changera pas? Overall, je pense que ça va pas changer. Parce que regarde, juste une petite interrogation par rapport à ça. Le format vertical a converti beaucoup plus de consommateurs en créateurs, tu vois. C'est une bonne... En fait... C'est une vraie question. Effectivement, peut-être que sur les créateurs, ça fera grossir... ça fera forcément... Ouais, ça va donner des outils à des gens. Vu que ce sera plus accessible, ça va donner des outils à des gens. Mais je pense pas... Je vois pas dans quel monde tu as 90% de créateurs, par exemple. Okay. Je pense que ça sature. On n'a pas encore ce vrai chiffre. Parce que c'est une question d'accessibilité. Mais une fois que tout est accessible et qu'il n'y a plus aucune complexité technique à produire de la vidéo, produire même un film, une chanson, n'importe quoi... je pense qu'au bout d'un moment, on va tomber sur les stats, et je pense que ce sera une sorte de Pareto, peut-être un 80-20. Peut-être que ça va encore bouger de 5-10%. Par contre, oui, effectivement, tu as des gens qui auraient pu être créateurs de contenu qui ne l'étaient pas, qui vont le devenir.
Et un peu comme l'entrepreneuriat, tu as des gens qui n'étaient pas entrepreneurs et vu que c'est plus simple de monter une boîte aujourd'hui, tu as de plus en plus de gens qui essayent de monter leur boîte. Par contre, ouais, c'est ça la subtilité. Je pense que tu as des gens tu auras beaucoup plus de gens qui vont essayer. Par contre, peut-être que les stats à la fin de la journée resteront à peu près identiques. Okay. Là où, pareil pour l'entrepreneuriat, c'est qu'il dit tout le monde peut être entrepreneur, tout le monde devrait essayer d'être entrepreneur. Par contre, tout le monde n'est pas fait pour être entrepreneur. Parce que c'est des sacrifices de vie, etc. Et il y a beaucoup de gens qui se rêvent entrepreneurs, ils essayent. Et en fait, ils aimaient bien avoir leur confort, d'avoir leur week-end, et des fois, c'est trop de sacrifices. Je pense que sur la création de contenu, c'est un peu similaire. Si vraiment tu as envie de tenir dans le temps et de créer une œuvre, entre guillemets, AI ou pas AI, ça restera identique. Par contre, la barre pour commencer sera plus basse. Donc, c'est un peu similaire à ce qu'a amené TikTok sur la création vidéo. Donc, ça va juste mettre la barre plus bas. Ok. Moi, le problème que je voyais, mais justement, ça m'intéresse d'avoir ton avis parce que je ne suis pas du tout expert là-dessus, c'était plus par rapport au coût. Parce que, et c'est intéressant, tout à l'heure, tu en parlais, tu disais pour 10 €, tu peux créer des vidéos sans te filmer, quoi. Comment est-ce que vous, derrière, vous pouvez gérer ça? Parce que j'imagine que ça coûte cher de générer de la vidéo, tu vois, si tu devais le faire pour tout le monde. Comment est-ce que tu arrives à... C'est une vraie question, j'imagine, on pourrait faire un podcast entier là-dessus, mais comment tu arrives à scaler un modèle comme ça, quoi? Sur la vidéo, je pense que il suffit de voir le coût, par exemple, de GPT-4 il y a 2 ans et maintenant, ça a été divisé par je crois que c'est un ratio de 50 en termes de coût par million de tokens. Donc, t'as Mark Andreessen il dit c'est une race to the bottom et c'est une race vers le coût de l'énergie. Les modèles fondationnels vont tous devenir des commodités et en fait, ça va devenir comme l'électricité. En fait, on se pose pas la question de ça consomme, surtout pour créer faire tourner un device, truc comme ça, tu te poses pas la question de ouais, mais l'électricité, ça coûte trop cher. Aujourd'hui, c'est une commodité et tu crées pas de valeur. Tu peux créer de la valeur en créant l'électricité, mais c'est capté. C'est des marges très faibles parce que c'est une question de volume. Je pense que la valeur va se créer vraiment sur les produits et même si les modèles coûtent cher aujourd'hui, là, il y a énormément, il y a un boulevard d'optimisation sur l'inférence, sur le training, etc. Donc oui, aujourd'hui, ça coûte cher, mais à partir du moment où les modèles sont beaucoup plus efficients, potentiellement beaucoup plus petits, etc., cette question-là se posera pas. C'est à mon avis une question qui est temporelle parce qu'aujourd'hui, c'est des gros modèles qui sont sous-optimaux. Il y a encore énormément de leviers sur le hardware, sur le software. Tu vois déjà, toi, une différence entre ce qui était possible entre le coût d'il y a 1 an et celui d'aujourd'hui? Il suffit de regarder DeepSeek, par exemple. Pour le contexte, donc DeepSeek qui est sorti il y a 2-3 semaines, ils ont réussi à avoir exactement les outputs que tu peux avoir avec O1 avec des modèles beaucoup plus petits. Et du coup, les coûts d'inférence sont, je crois que c'est un ratio de 40 par rapport au coût d'API sur OpenAI. Et en fait, c'est ça qui est intéressant, c'est que quand tu as une vraie compétition sur créer le modèle le plus efficient, tu vas tendre vers quelque chose qui va potentiellement diverger vers le coût de l'énergie. Et tous ces modèles-là seront des commodités à terme. Donc, ce qui coûtera peut-être cher, c'est tu paieras l'écosystème. Donc, en fait, comme toujours, il y a énormément de débats aujourd'hui sur où va se créer la valeur. Et moi, je compare tous les modèles X to Y, donc texte to texte, texte to image, texte to vidéo, vidéo to vidéo, etc., comme c'est des briques fondamentales, c'est des Lego. Et tu ne crées pas... c'est pas là où la valeur va se créer. Il y avait un article qui avait été écrit par Google quand ChatGPT avait explosé il y a 2 ans. Et en substance, c'était OpenAI. On n'a pas de moat sur les modèles. Même OpenAI n'a pas de moat. Donc, la question derrière ça, c'est où va se créer la valeur. Et ce qu'on voit aujourd'hui de plus en plus, c'est que la valeur, elle se crée sur la layer produit. OpenAI, si ils valent 1000 milliards un jour, ce ne sera pas à mon avis, sur le fait de provide leur modèle via API. Ça va plutôt être sur les services qu'ils vont créer dans ChatGPT, avec leur système d'agent, etc. Parce que là, tu rentres dans un produit qui est complexe à mettre en œuvre parce que tu as potentiellement plein d'interactions, etc. Et c'est dur d'en sortir. Parce que quand, par exemple, tu t'investis du temps sur un produit comme Notion, par exemple, tu vas tout organiser, tu as toute ta doc, tu as juste la flemme de changer tout ton truc parce que c'est painful, en fait. Et c'est là où, quand tu arrives à créer une défensabilité, parce que tu sais que pour que ton utilisateur churn d'un produit à un autre, il faut que tu aies un produit 10 fois meilleur,
bah là, tu peux créer de la vraie valeur en créant des fonctionnalités que tu vends, etc., etc. Mais il faut un truc un peu plus holistique que juste un modèle qui input-output. Donc là, il y aura une compétition pareille. Le marché va s'équilibrer. Le marché va trouver le bon pricing. Parce que pareil, je pense que le pricing n'a pas été trouvé. Le Sam Altman a décrété ChatGPT à $20. Je pense que c'était une stratégie d'assèchement de marché. C'est on va mettre un prix absurde. Parce que la réalité si les gens utilisaient ChatGPT via API comme ils utilisent ChatGPT, OpenAI perd de l'argent. D'ailleurs, il a tweeté encore récemment on perd de l'argent sur le plan pro à $200. Parce que les coûts sont encore énormes. Par contre, une fois que ça coûtera plus rien et que ce sera juste une question d'énergie, la valeur, elle va se créer sur le service que tu crées. Et, hyper intéressant, ça. Ouais. Donc ouais, on est encore au tout début. Les cartes sont pas... je sais pas si OpenAI sera le gagnant. Il y a plein de sujets. Est-ce qu'on va vers l'AGI ou est-ce que ça va caper? Il y a plein de variables encore inconnues. Par contre, il y a encore de la place. Pour moi, on est fin des années 90 pour Internet, ou encore, en fait, t'avais encore Lycos, AltaVista, Yahoo, etc. Google a été créé. En plus, dans l'histoire de l'informatique, les pionniers sont rarement ceux qui perdurent et qui vraiment captent les monopoles sur 20 ans, parce qu'en fait, vu que tu es un pionnier, tu es encore dans de la découverte, de pricing, d'approche, etc., etc. Et du coup, ceux qui arrivent en deuxième vague, ils apprennent des erreurs des autres. Et là, ils font un service. Ils arrivent et du coup, tu as eu la première vague qui était comme ça. Et là, tu as un tsunami derrière. Et en fait, ça fait Google, ça fait Facebook avec les réseaux sociaux, etc. etc. Donc, je sais pas où on en est encore. Mais en tout cas, c'est encore extrêmement early là-dessus, quoi. Il y a beaucoup de débats sur comment on crée des boîtes rentables, comment créer des boîtes profitables sur les AI, où la valeur va se créer. Est-ce que c'est sustainable? Est-ce que en fait, un produit que tu crées maintenant, il est encore valable dans 2 ans? Il y a plein de questions, quoi. Donc, la vraie leçon, c'est qu'il faut être agile, il faut être capable de changer, de prendre le gouvernail et de faire des virages à 90 degrés tous les 6 mois. Ce que fait OpenAI, ce que c'est bien faire Meta, ce que Google, par rapport à sa culture, a du mal, et je pense qu'ils essayent de changer ça, mais c'est très dur de casser une inertie de 20 ans. Donc il y a plein de sujets, mais c'est encore early, c'est dur de tirer des conclusions de ça, quoi. Bah écoute, merci beaucoup, Brivel. Avec plaisir. Franchement, comment est-ce qu'on redirige les personnes qui vont écouter cette conversation vers ce que vous faites, s'ils veulent tester, si chacun veut tester son clone IA, là, comment est-ce qu'ils peuvent faire? Faut aller sur argile.ai. Là, on a rajouté du coup la possibilité de créer son avatar gratuitement et tester avec quelques minutes de vidéo. Ouais. Donc c'est assez simple, il suffit juste de créer une vidéo de 2 minutes, facecam et parler. Donc après, ça prend quelques heures pour avoir son avatar et après l'avatar est dispo. Et on a aussi des acteurs license dans la plateforme, d'ailleurs qui reversent des royalties, à qui on reverse des royalties, donc c'est des vraies personnes derrière et on a un modèle de redistribution un peu comme Eleven Lab avec ses voix, mais version AI avatar. Et donc, quelqu'un qui a envie de faire une vidéo sur de la science, par exemple, peut utiliser un avatar qui ressemble à un scientifique dans la plateforme et tester directement, quoi. Okay. Donc, il n'y a pas besoin de faire son clone pour... C'est quoi ce système de royalties? En gros, donc, aujourd'hui, les avatars qu'on a sur la plateforme, donc tu peux faire ton propre clone et tu as des avatars license, Argile. Ouais. Et eux, ils touchent des royalties sur c'est 20 centimes par minute de vidéo, par vidéo générée. Donc, tu peux imaginer, à partir du moment où un AI actor sur notre plateforme est utilisé pour faire des vidéos et que ça performe, potentiellement, ça peut lui dégager un revenu derrière. Il y a des business qui vont se créer aussi avec ça. Il y a plein de business qui se créent autour de ça. C'est même verticalisé. Nous, on a un play un peu généraliste, mais il y a plein de boîtes comme Arcade, par exemple, qui s'est spécialisée dans le fait de faire des pubs AI. Et ce qui est intéressant, c'est quoi? C'est qu'il y a plein de layers différentes. Et c'est... on est vraiment, je pense vraiment qu'on est dans une ère où il y a plus d'idées viables que d'entrepreneurs pour les réaliser et c'est le meilleur moment de l'histoire. Mais là, tu viens de me faire penser, en fait, quand on va, entre guillemets, ubériser ce système-là, tu vois, donc de permettre à des gens de gagner de l'argent grâce à ces idées de clones, ça va être fantastique. Ouais, bien sûr. Il y a un vrai écosystème à créer là-dessus. Tu donnes ton image et t'es un peu comme
sur l'App Store, tu crées une app, tu vends ton app. Bah là, tu pourrais littéralement vendre ton image sous condition. Ouais. Et voir même dans le futur des stars bankable. Je pense que c'est encore early parce que des sujets de trust et tout. Mais moi, je pense que c'est qu'une question de temps avant que sur des plateformes comme Argile, tu puisses dire, OK, bah, une marque, on a Leonardo, on a Messi ou Cristiano Ronaldo, vous avez envie de faire une pub pour un sujet X ou Y au Japon. Bah, au lieu de le faire, au lieu qu'ils se déplacent, on peut produire une vidéo exactement comme vous auriez pu faire avec un vrai tournage, sauf que ça va être generated et personne ne va le voir. Sauf que du coup, bah, t'auras une agence qui va détenir l'IP, qui va approuver le content, etc. Et ça, on rentre dans un monde de délégation de l'image avec pour le meilleur et pour le pire, mais c'est sûr que ça va arriver, quoi. C'est fou. Bah, merci beaucoup en tout cas. Avec plaisir. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si tu veux retrouver d'autres formats d'analyse, d'actualité et des masterclass sur la tech et les startups, alors n'hésite pas à t'abonner à cette chaîne YouTube et nous on se retrouve la semaine prochaine avec un autre invité.